Imaginez, ne plus pouvoir respirer. Cette sensation terrifiante, l'essoufflement aigu, c'est l'une des urgences médicales les plus angoissantes qui soient. Aujourd'hui, on va décortiquer comment les équipes d'urgence gèrent cette véritable course contre la montre, où chaque seconde compte. Pour vraiment comprendre l'enjeu, rien de tel que les mots d'un patient. Cette phrase, lorsque l'essoufflement était à son paroxysme, je pensais que j'allais mourir, ça nous met tout de suite dans le bain. On ne parle pas d'un simple symptôme, mais bien d'une expérience de mort imminente. Alors, comment on appelle ça en médecine? Le terme, c'est la dyspnée. Et la définition est très claire, elle met l'accent sur le côté désagréable et angoissant. C'est un peu comme si le système d'alarme de notre corps se mettait à hurler. Entrons donc dans le vif du sujet avec cette sensation terrifiante. Ce n'est pas juste un inconfort, non, c'est une alerte rouge qui met tout l'organisme en état de crise. Et là, il faut faire une distinction cruciale. L'essoufflement après avoir monté quelques étages, c'est normal, c'est gérable, on ralentit et ça passe. La dyspnée, c'est tout autre chose. C'est la panique, la sensation de se noyer de l'intérieur, une véritable menace. C'est cette différence qui justifie un appel d'urgence immédiat. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, sachez que jusqu'à 10% de toutes les visites aux urgences sont liées à une difficulté respiratoire aiguë. C'est un chiffre absolument énorme et chaque cas est par définition une priorité absolue. Face à une telle détresse, tout commence par un appel. C'est le point de départ, le moment décisif où une première évaluation vitale se fait à distance, par téléphone. Au bout du fil, le régulateur du SAMU n'est pas passif. Il mène l'enquête. Il cherche des indices bien précis. Est-ce que la personne respire très vite? Est-ce qu'elle n'arrive pas à finir ses phrases? Est-ce que sa peau devient bleutée? Chaque détail est une pièce du puzzle qui aide à évaluer la gravité et à envoyer les secours adaptés. D'ailleurs, la visio commence à devenir un outil super précieux pour cette étape. Une fois que le patient arrive aux urgences, l'enquête s'accélère. C'est une véritable énigme diagnostique qu'il faut résoudre. Et le chrono tourne. La toute première étape, c'est le triage. C'est l'infirmière d'accueil qui, en quelques instants, doit déterminer qui est le plus en danger. Pour ça, elle utilise des outils, des échelles de gravité, pour prendre cette décision cruciale qui doit voir le médecin en premier. Et les médecins, de leur côté, ont une liste de suspects habituels, les causes les plus fréquentes et les plus graves. Est-ce une embolie pulmonaire? Une décompensation cardiaque? Une grosse infection pulmonaire? L'enquête doit identifier le coupable au plus vite pour démarrer le bon traitement. Pour mener cette enquête, les urgentistes ont toute une panoplie d'outils. Voyons un peu les plus importants pour résoudre cette énigme. La question qui hante tout urgentiste, est-ce que c'est une embolie pulmonaire? C'est un peu le grand imitateur en médecine d'urgence. Le diagnostic est super difficile, parce que les symptômes peuvent ressembler à plein d'autres choses. Justement, pour ne pas faire de scanner thoracique à tout le monde, ce qui n'est pas anodin, il existe des stratégies très intelligentes comme la stratégie YERS. On combine 3 questions simples avec un test sanguin, les fameux dédimères. Si les feux sont ouverts, on peut écarter l'embolie en toute sécurité. Le résultat, on évite environ 14% de scanners. C'est moins de rayons pour les patients et un gain de temps précieux pour tout le monde. Un autre grand suspect, c'est l'insuffisance cardiaque. Pour la démasquer, on a un autre test sanguin très performant, le NT-proBNP. C'est une hormone que le cœur relâche quand il souffre. Si le taux est bas, en dessous de 300, on peut être quasi certain que le cœur n'est pas la cause du problème. C'est un moyen hyper efficace pour innocenter un suspect. Et pour voir ce qui se passe dans les poumons, il y a 2 outils principaux. La bonne vieille radio du thorax, qui reste utile mais qui est lente et irradiante. Et puis il y a l'échographie, qui se fait directement au lit du patient en temps réel et sans aucune radiation. C'est génial pour voir tout de suite un poumon décollé ou du liquide autour des poumons, typique de l'insuffisance cardiaque. Ça a vraiment changé la donne aux urgences. Bon, une fois le diagnostic posé, ou même en cours de route, on passe à la phase de résolution. La priorité absolue, c'est de soulager la personne et de l'aider à mieux respirer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enquête et le traitement se font souvent en même temps. On ne va pas attendre d'avoir toutes les réponses pour agir. La priorité, c'est de soutenir la respiration, la fonction vitale la plus menacée. Et pour ça, on a un outil thérapeutique majeur, la ventilation non invasive, qu'on appelle la VNI. C'est une machine qui envoie de l'air avec une certaine pression à travers un masque. Le but, ce n'est pas de respirer à la place de la personne, mais de l'aider, de rendre chaque inspiration plus facile et de soulager les muscles respiratoires qui sont complètement épuisés. Et pour que ce traitement soit bien accepté, le confort est essentiel. C'est pour ça qu'il existe différents types de masques qu'on appelle des interfaces. Ça peut être un masque qui prend juste le nez ou un autre qui couvre le nez et la bouche. On choisit le plus adapté pour que le traitement soit le plus efficace et le mieux toléré possible. Bien sûr, la VNI n'est pas toujours une partie de plaisir. Ça peut irriter la peau, assécher la bouche, mais comme on le voit ici, pour chaque petit souci, il y a une solution. On ajuste le masque, on ajoute un humidificateur. Ce sont des défis à surmonter, pas des raisons d'arrêter un traitement qui peut littéralement sauver une vie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
que derrière le chaos apparent, l'agitation d'un service d'urgence, il y a en fait une méthode, une logique. C'est un processus super systématique, basé sur des preuves scientifiques, qui est conçu pour résoudre une énigme vitale le plus vite et le plus sûrement possible. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. Avec des outils qui deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus précis, et peut-être demain l'intelligence artificielle qui analysera les données en direct, à quoi ressemblera cette enquête sur la dyspnée dans 10 ans ? C'est une perspective assez fascinante pour l'avenir de la médecine d'urgence. Merci d'avoir suivi cette analyse.